il y a un élément qui change toute la donne et qui transforme cette réalité en contrainte, et non pas en contrainte morale, parce que la morale, chacun en fait ce qu'il veut, en contrainte, j'allais dire presque physique, c'est que maintenant que nous sommes dans une planète qui est connectée, qui est reliée, où tout se voit, où tout s'expose, plus personne n'ignore ce qui se passe de l'autre côté d'un mur, d'une frontière, d'un océan. Et donc vous ajoutez à l'exclusion un élément, comme le dit Patrick Vivray, explosif, qui est l'humiliation. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel à intégrer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas condamner ceux que le progrès, entre guillemets, au système a oublié à une double peine, c'est-à-dire à la fois de savoir maintenant qu'il a été ignoré du système, ou même exploité parfois, et lui demander en plus, avec gentillesse, de bien vouloir en rester là, c'est-à-dire de ne pas réagir. Ça, c'est ignorer la nature humaine. Il faut bien comprendre que cette connexion qui est le succès de la communication du XXe et du début du XXIe siècle, il faut l'assumer. Il faut assumer les vertus de la communication pour le meilleur, parfois pour le pire, mais plutôt pour le meilleur. Parce que cette connexion, elle crée une soif irrésistible, et quand je dis irrésistible, vous verrez que les événements récents l'ont démontré, de traitement, une soif irrésistible d'équité. Mais d'équité dans tous les domaines, dans le domaine économique, mais dans le domaine démocratique. Ce qui vient de se passer dans les pays arabes, cette soif d'équité démocratique, c'est une soif irrésistible. Cette soif d'équité économique, c'est les phénomènes migratoires que l'on voit, et on ne pourra pas sempiternellement dresser des murs, des barbelés ou mettre des hommes en armes aux frontières. Il y a un moment ou un autre, il faut qu'on regarde les causes, et pas simplement les symptômes. Et ça, encore une fois, cette condition, cette contrainte de réduire ces inégalités dans tous les domaines, bien entendu, ces iniquités, elle est conditionnée par la deuxième contrainte, et c'est là qu'on se retrouve. C'est que si on pense qu'il faut mieux répartir la richesse, nord-sud, mais y compris dans nos pays, puisqu'il y a quand même une forme de, je dirais, qu'on le veuille ou pas, un peu d'apartheid géographique dans notre monde. Selon qu'on naisse à un endroit ou à un autre, on n'a pas le même capital de chance. Ça vaut pour les études. J'étais tout à l'heure dans cette université. Quand on arrive au bac, tant est qu'on y arrive, c'est vrai que d'où qu'on vienne, on n'a pas forcément la chance de faire un bac plus 5 ou un bac plus 8. Et a fortiori dans les disparités dans le sud. Et donc, cette meilleure répartition de l'effort et des richesses, elle est conditionnée à l'enjeu écologique, puisque, vous le savez aussi bien que moi, l'économie, historiquement, c'est bien constitué sur l'exploitation des ressources naturelles et des matières premières. Et qu'il y a un facteur que tout le monde occulte, enfin, pas ici, pardon, je ne vais pas vous faire un jour de ça, mais que même nos élites économiques et politiques occultent, c'est que tous les scénarios prospectifs que l'on connaît, qui ne sont pas des modélisations utopiques, montrent qu'au-delà de 1% de croissance, pour l'ensemble des matières premières, la plupart disparaîtront en cours de siècle et d'autres au plus tard, au début du siècle prochain. Ça, c'est un paramètre qu'on ne veut pas regarder en face. Mais sauf que nous, on doit le regarder en face. Et puis si on ajoute à ça le paramètre climatique, dont on est les seuls à le porter d'une manière constante, parce que vous avez remarqué que c'est assez étonnant sur cet enjeu, et bien qu'on y croit, on le traite d'une manière conjoncturelle, comme ça, dans des instantanés de l'histoire, alors que c'est quelque chose aussi qui est conditionnel, parce que si on perd la main sur ces changements climatiques, je ne veux pas faire de catastrophisme, parce qu'on a suffisamment reproché, mais il y a quand même de quoi effectivement être inquiet. Quand je regarde que malgré nos efforts, on peut dire qu'il y a beaucoup d'incohérences, au lieu d'inverser la tendance, on l'a même accélérée, c'est vrai qu'encore une fois, on voit bien qu'il va falloir qu'on ne soit pas dans l'épaisseur du trait, mais qu'on soit maintenant je dirais, dans le disque dur, dans le logiciel de notre société. Et donc je dirais que ces deux contraintes, la réduction des inégalités pour faire court, et la contrainte écologique qui conditionne cette réduction des inégalités, parce que quand on va basculer dans la rareté, vous savez aussi bien que moi que les premiers, quand on commence à avoir la spéculation sur les prix alimentaires, sur les matières énergétiques, voilà, qui ça frappe en premier, les plus exposés, les plus démunis, et c'est pour ça que la justice sociale est bien conditionnée à l'enjeu écologique, et que l'enjeu écologique conditionne tous les enjeux de solidarité. Et bien une fois que j'ai dit ça, je dirais que quelque part on ouvre une feuille de route sur la politique, parce que tous nos moyens politiques, tous nos moyens économiques, tous nos moyens en matière de recherche doivent être évidemment orientés pour résoudre ces deux contraintes. Et pour moi on n'y échappe pas parce que ça conditionne tout le reste. Et c'est en cela, je dirais, que notre grille de lecture, me semble-t-il, est assez différente, y compris même de nos partenaires potentiels, en l'état. Je ne veux pas, à 11 mois des élections, penser qu'ils ne sont pas capables d'évoluer sur ces sujets-là,
Mais je pense encore une fois qu'on a une singularité dans notre regard, dans notre appréciation. On a une singularité aussi, alors évidemment par rapport à d'autres bords politiques, c'est que nous, je pense que notre analyse, ce n'est pas une analyse statistique, ce n'est pas une analyse de chiffres. Je pense que la première chose qu'on met dans notre grille de lecture, c'est l'humain. Voilà. Et je pense aussi que c'est ce qui nous distingue. C'est que nous, quand on voit 2500 réfugiés arriver de Tunisie, le chiffre importe peu. On voit d'abord des histoires, des itinéraires, de l'arrachement, du déracinement. Puis on voit surtout dans le même temps où nous, dans l'espace européen, où il y a 1,5 milliard de personnes, on hésite à les accueillir avec un vent de panique absolu qui serait notre petite contribution quand même à la révolution démocratique tunisienne. Mais eux, dans le même temps, ils accueillent 250 000 réfugiés qui viennent de Libye et en grande dignité. Donc c'est là aussi qu'on voit que sur un plan culturel, on n'est pas encore totalement au top. Donc c'est pour toutes ces raisons. Je pense qu'on est à un moment à la fois inquiétant, bien entendu, si on laisse les événements nous échapper, les phénomènes nous échapper. Mais je dirais aussi, et c'est peut-être dorénavant, plutôt comme ça que je vais regarder les choses, on est dans un moment très exaltant. Parce qu'il y a un monde à réinventer. Alors s'il n'y avait pas les éléments, parce que à la limite, si on était démunis, c'est-à-dire que si ma conscience me disait, mais tu sais, franchement, on est un peu pris de court sur tout. Moi, ce que je sais dans mon engagement précédent, je pense que vous le savez dans le vôtre, c'est que de l'intelligence, de la créativité, on en a pas. Il va falloir maintenant l'agréger différemment, il va falloir l'orienter différemment, il va falloir la flécher différemment. L'argent même, on n'en manque pas. On en manque un peu, mais enfin, il y en a. Sauf que la plupart échappent à l'économie réelle, échappent à la solidarité. Donc s'il n'y a pas la volonté politique de faire revenir, encore une fois, dans l'économie réelle, dans la solidarité et dans les investissements de long terme dont on aura besoin pour la transition écologique et sociale, s'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas de détermination, on n'y arrivera pas. Ça, c'est sûr que le préalable pour déjà y arriver, même si c'est compliqué, de faire revenir notamment cette finance parallèle dans l'économie réelle, s'il n'y a pas de volonté politique partagée dans l'espace européen, parce que franchement, en Europe, on a, à mon avis, une grande marge de manœuvre. On a nos paradis fiscaux dans l'espace européen déjà, on va peut-être commencer à y mettre un terme. Bon. Donc tout ça, il faut avoir une vraie ambition et une vraie détermination. Alors pour faire court, moi je vais vous dire les 3 raisons pour lesquelles, en tout cas je suis emballé, si tel est le cas, mais si c'est Eva, je soutiendrai avec volontiers l'initiative. Mais en tout cas si c'est moi, premièrement de porter ce projet-là, parce que c'est un projet emballant. Parce que, encore une fois, au moment justement on a besoin de sortir de l'orthodoxie dans tous les domaines, et ben, les moins orthodoxes du spectre politique, c'est les écologistes. Pardon de le dire, mais c'est comme ça. Voilà. On voit les choses différemment parce qu'on est dans une forme de schizophrénie actuellement dans notre société, d'ailleurs ce qui fait que les gens désespèrent de la politique, ils vont parfois ne plus voter ou vont voter dans la mauvaise direction. C'est qu'on pense qu'en s'entêtant presque avec un acharnement thérapeutique dans un même modèle, mais en le corrigeant un tout petit peu à la marge, on va obtenir des résultats radicalement différents. Bon, il y a un moment ou un autre, il ne faut pas chercher midi à 14h si on n'obtient pas des résultats différents. Et si justement pour les gens qui sont en souffrance, et bien eux, qu'il y ait un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, ça ne change pas, c'est parce que, encore une fois, on a une espèce de monoculture sur le modèle économique existant. Bon, voilà. Donc déjà de porter un imaginaire différent, et cette vision-là, je trouve que c'est très enthousiasmant. La deuxième chose, cette campagne va être une occasion pour moi magnifique de donner de la reconnaissance à ceux qui incarnent déjà le changement. Et ça c'est important parce qu'il y a des gens qui ne nous ont pas attendus dans tous les domaines, l'économie sociale et solidaire, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'économie, parce que l'économie c'est une science, et qu'il y a des économistes qui ont anticipé les nouvelles donnes et les nouvelles contraintes, et que tout ça, jusqu'à présent, c'est catalogué dans le domaine du marginal, du singulier, ou pire, des utopistes. Et bien moi, le singulier, je voudrais le transformer en norme. Voilà. Et l'utopie, comme disait notre camarade Théodore Monod, c'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui a été irréalisé. Il va falloir justement s'ouvrir jusqu'aux frontières de l'utopie, parce que ça n'est pas, encore une fois, en s'entêtant par conformisme, et surtout, il va falloir s'extraire de cette phrase que j'ai entendue en boucle pendant des années, qui nous disent, mais vous êtes vachement sympa, hein. Mais comment vous voulez qu'on fasse autrement? Voilà. Et alors, comment voulez-vous qu'on fasse autrement que de se passer du nucléaire? Comment voulez-vous qu'on se fasse autrement qu'un modèle agricole si on veut nourrir 9 milliards de personnes sans se passer des OGM et sans une agriculture productive? Comment voulez-vous qu'on ait un autre modèle basé sur une croissance quantitative? Voilà. Et bien, effectivement, c'est à cause de cette phrase-là qu'on entend en boucle, qu'on en est là, que les crises se combinent et se répètent. Alors, je ne dis pas pour autant, il faut être très, très humble,
Et je ne pense pas que les écologistes seuls pourront construire ce nouveau modèle. On aura besoin évidemment de partenaires. Mais je pense qu'on peut être l'aiguillon, on peut être le brise-glace. Voilà. Et là, vraiment, cette campagne, c'est pour ça que c'est assez passionnant. Puis la troisième raison, que je trouve donne une motivation supplémentaire à ma candidature, et puis je dirais à la campagne des écologistes, c'est qu'à un moment où je dirais que la tentation d'un bon nombre de citoyennes et de citoyens d'aller voter pour le Front National. Je pense que la meilleure réponse à apporter à ça, d'abord, peut-être d'une manière un petit peu précipitée, mais audacieuse, moi je pense qu'il y a deux types d'électeurs qui s'apprêtent à voter pour le Front National. Il y a ceux qui sont peut-être un peu décomplexés par un certificat d'honorabilité, de respectabilité qui a été délivré un peu en toute hâte à la nouvelle représentante du Front National et qui du coup se sentent un peu libérés. Je ne suis pas certain que cela en puisse faire grand-chose. Mais je pense qu'il y a un socle important d'électeurs ou d'électrices qui manifestent là une colère profonde ou un désespoir profond. Et moi je pense qu'on a une responsabilité très importante, et je l'ai senti dans cette pré-campagne, c'est qu'on peut transformer ce geste de désespoir en chemin d'espoir. Et ça, c'est notre responsabilité. Que la meilleure manière de combattre cela, de la même manière que la meilleure manière de combattre le plus grand parti de France que sont les abstentionnistes, enfin les combattre, en tout cas de les faire revenir dans la citoyenneté, et bien maintenant c'est de leur proposer un modèle ancré sur des valeurs, voilà, sur des valeurs avec lesquelles on sera intraitable. Mais c'est aussi une manière de participer au débat public d'une manière apaisée, pas d'une manière sectaire, en faisant aussi de la pédagogie. Parce que, pardon de vous dire, on peut faire de la politique de 50 manières, on peut être dans des postures idéologiques radicales, mais on peut être aussi radical en faisant de la pédagogie, en expliquant qu'on n'a pas le choix, et en expliquant que les solutions qu'on va porter, par exemple pour sortir du nucléaire, elles sont tout à fait envisageables. Et elles sont non seulement envisageables, mais on sera en capacité de démontrer que socialement, économiquement, ça sera profitable à tout le monde. Il y a un modèle de société sur les changements en matière d'énergie notamment, mais aussi en matière agricole. Voilà, tout ça combiné, eh bien, vous voyez, vous devez le sentir. Moi, je trouve qu'on a un moment passionnant, emballant, mais voilà, ce que j'espère, c'est qu'on a un climat de confiance et vraiment une dynamique collective, parce que l'expérience de chacun sera évidemment irremplaçable et nécessaire. Voilà.